Merci d'être toujours avec nous. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Dentia Oris, Armel Bonhoulou, Mohamed Amiri et notre éditorialiste Jean-François Akandi Combé. Monsieur Amiri, vous parliez tout à l'heure de l'importance pour les dirigeants africains d'échanger entre eux pour se développer, mais pour l'instant, en tout cas, ils semblent très ouverts au partenariat avec les Occidentaux. On a eu le sommet entre l'Afrique et la Chine, entre l'Afrique et la Russie, entre l'Afrique et la France. Comment est-ce que le Royaume-Uni, dans ce contexte, peut se démarquer et surtout, quel est finalement le partenariat le plus avantageux pour le continent? Le partenariat africano-africain, voilà, parce qu'on bouffe à tous les râteliers, à défaut justement Russe, Chine, France, Angleterre. Non, mais c'est celui-ci qu'il faut avoir. On n'a plus le choix là aujourd'hui. On arrive dans une décennie, les années 2020, où l'intelligence artificielle va prendre une place prépondérante. Les années 30, je vous en parle même pas. Si aujourd'hui l'Afrique ne prend pas son destin en main, elle reculera et elle restera à la remorque du monde pour l'éternité, croyez-moi. On parlait de l'intérêt qu'ont effectivement les grandes puissances en Afrique. Évidemment, c'est le continent où on a le plus de ressources naturelles, où on a une jeunesse et en termes démographiques, on a une réelle richesse puisqu'on sait que l'Afrique est un pays très jeune, qu'il le restera. Un continent, pardonnez-moi. Vous voyez, je dis un pays, c'est une déformation intellectuelle finalement qui donne une idée de ce que je souhaite pour l'Afrique, que ce soit un seul et même pays et que tous les Africains soient main dans la main. Vous parliez des intérêts qu'ont les uns et les autres sur le continent africain. La Chine est en train de nous dévorer, elle est en train de nous grignoter petit à petit et on ne dit rien. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à négocier avec les grandes puissances occidentales en attendant demain peut-être qu'on s'entende entre nous? Non, je le dis et à tous ceux qui nous écoutent, il est temps que l'Afrique prenne son destin en main et que nous, Africains, nous travaillions ensemble sur notre destin commun et pour le bien de nos enfants. C'est quelque chose qui est très important. Vous parliez des ancêtres il y a un instant. Par respect pour nos ancêtres, à tous ceux qui sont tombés et à ceux qui naissent aujourd'hui et qui naîtront demain, de leur offrir une Afrique qui est digne de ce que nous sommes, de ce que nous avons été dans l'histoire. Jean-François. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Notre responsabilité dans la gestion de nos ressources naturelles, c'est de les gérer en responsable. Ces ressources appartiennent non seulement à notre génération, mais elles appartiennent à l'Afrique, c'est-à-dire à ceux qui vont venir après nous. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Aujourd'hui, on est en train de brader toutes ces ressources-là. Et je partage cet avis que le sort de l'Afrique, le développement de l'Afrique ne viendra que de l'Afrique. Le mal qui est en train d'être fait aujourd'hui, là où on place le curseur, c'est important. Dans tous les discours que nous entendons, qu'on entende en Russie, en Chine, à Pékin ou aujourd'hui à Londres, il n'est pas question de développement. Il est question de commerce international. Par le commerce et par les échanges, personne ne s'est jamais développé, sauf s'il l'était déjà avant. Or, notre enjeu, c'est de nous développer. Il ne peut y avoir de développement qu'auto-centré sur l'Afrique, avec des acteurs africains, et nous ne pouvons concurrencer ou entrer dans la concurrence mondiale avec les armes nécessaires que si nous avons pris le temps de planter nos racines, de grandir et d'être forts pour pouvoir y aller. Les ressources, pourquoi nous ne pouvons pas décider des prix des ressources? Aujourd'hui, c'est le marché international qui en décide. Le cacao, c'est à Londres. Y compris, c'est le marché international qui en décide. Pourquoi nous ne pouvons pas transformer sur place, que ce soit le cacao, que ce soit le diamant, tailler le diamant sur place, que ce soit... et pourquoi ne pouvons-nous pas être ceux-là qui vont décider de l'usage que l'on va faire des produits transformés de nos ressources naturelles, mais c'est plutôt Peugeot ou Toyota qui vont dire « Non, mais votre ressource dans cobalt, là, nous, on en a besoin pour ceci. » Mais nous sommes là, BA, et quand on parle d'investissement aujourd'hui, il y avait un deuxième aspect de votre intervention que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que nous avons non seulement à nous développer nous-mêmes, c'est-à-dire à consolider les rapports entre nous, mais nous avons aussi à décider ensemble des conditions que nous allons imposer à l'extérieur, quelles qu'elles soient. Clairement. Et notamment, on parle d'investissement, là. Les règles qui président à ces investissements, est-ce qu'on a pris le soin, dans les contrats qui viennent d'être signés, de flécher vers ce qui nous importe le plus du point de vue de notre développement? Est-ce qu'on a pris les précautions nécessaires pour que les produits de ces investissements-là ne soient pas tous rapatriés au Royaume-Uni ou en Chine, etc. Je vous dis non sans aucun état d'âme et sans aucune hésitation. Je vais prendre un exemple gourmand, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, la Suisse, c'est le pays spécialiste du chocolat. Le chocolat suisse.
Mais à quel moment la Suisse produit du cacao? Non. Alors, monsieur Bongoulou, effectivement, pour répondre à votre question, exactement, c'est l'exemple même du pillage de l'Afrique. C'est pour dire on va prendre sa réponse. Royaume-Uni, la Chine, la Russie, aucun de ces pays ne peut apporter la solution au développement de l'Afrique. Et pourquoi? Parce que ces pays-là, comme vous l'avez dit, sont ces pays fondateurs du système international. Et ce système-là crée la dépendance économique des États africains. Clairement. Voilà, il est fondé non sur combien? Sur deux bases. Sur l'implantation des sociétés multinationales. Et c'est ceux-là qui viennent exploiter les richesses des États africains. En plus de ces sociétés multinationales, ce système est basé sur la maîtrise des prix des matières premières des États africains. Pas eux. Vous imaginez? C'est eux encore qui fixent les prix. Vous imaginez? Donc, comme on l'a dit, ce genre de schéma où les Africains sont devant une seule grande puissance à travers des sommets, cela ne peut rien changer. Messieurs, laissez-moi terminer simplement. On avait pris même des solutions, on visait des solutions qui venaient d'abord de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui avait préconisé à ce qu'il y ait des taxes sur les exportations. Mais ça n'a rien changé. Donc, une idée. Faisons, tous les pays africains, décidons aujourd'hui de faire un moratoire sur l'exploitation de nos ressources naturelles pendant une durée de 20 ans. On va voir quel pays veut venir chez nous et participer à notre développement. Exactement. Avec les capitaux qui restent sur place, qui sont réinvestis sur place. Qui restent. Alors, messieurs, tout ce qui a été dit sur ce plateau, je pense que les dirigeants africains l'ont déjà forcément entendu. Je pense qu'ils en ont conscience. Mais pour autant, ils ne semblent pas décider à changer d'approche. Ce qui nous pose la question finalement de la marge de manœuvre, finalement. Ont-ils véritablement la marge de manœuvre nécessaire? Elle est morale. Elle est morale. Parce que si je signe un contrat et que derrière, parlons de corruption, mettons les pieds dans le plat. Je prends effectivement ma part sur le contrat que je signe en faisant fi totalement des intérêts de mon peuple et de mon pays. Là, oui, forcément, je n'ai pas de marge de manœuvre. La marge de manœuvre, c'est de dire à un moment donné, les règles du jeu, elles ont totalement changé. On est souverain chez nous. Et les menaces de coups d'État, etc., etc. On va continuer combien de temps? Comment s'exprime la souveraineté? La souveraineté, c'est de dire que les règles qui s'appliquent chez moi, c'est moi qui choisis. Transformer les matières premières. Vous trouvez normal que le cacao de Côte d'Ivoire, son prix soit fixé à l'ordre? Oui, effectivement, c'est la logique du système qu'il faut combattre. La marge de manœuvre dépend aussi... je reviens sur la solidarité entre les États africains, c'est-à-dire qu'aucun État africain n'accepte ce à quoi il est poussé par toutes les puissances, c'est-à-dire à créer de la concurrence entre pays africains. Si vous posez des règles qui sont des règles responsables dans le pays d'à côté, votre voisin va dire, pour attirer les capitaux, moi je baisse la garde. Clairement. Et donc, on est dans cette logique-là, avec tous les accords qu'on appelle les accords de partenariat. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer se passe en même temps que les accords de partenariat avec l'Union européenne sont en train d'être renégociés, l'accord de Cotonou aussi. Oui. Donc, on fait tout pour nous fragmenter, pour nous opposer les uns aux autres, les intérêts des uns et des autres. Et tant que les États africains n'ont pas décidé ensemble de pratiquer les mêmes conditions à l'égard de l'extérieur, nous ne nous en sortirons pas. Mais les États africains, justement, ont-ils les mêmes intérêts? Ils ont au moins le même intérêt au développement. Ils l'ont. Je vais prendre un exemple très simple. En Algérie, par exemple, c'est un pays producteur de pétrole. Si vous voulez, le plein va vous coûter 5 euros. Au Maroc, juste à côté, le même plein va vous coûter 50 euros. Est-ce qu'on n'est pas dans des logiques régionales, communes, où on a un pays producteur de pétrole qui peut fournir effectivement à ses voisins de l'énergie, de l'essence, à des prix qui défient toute concurrence? Non, je parle de ça, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a des choses à faire en Afrique. Il y a des choses à faire en Afrique, mais il faut aussi que les États africains pèsent de tout leur poids dans la fabrication et le fonctionnement des règles du commerce international. À l'OMC, il y a des enjeux. Oui. Ils ont été à l'OMC et l'OMC impose, par exemple, ou interdit de faire une préférence entre des produits africains. Quand on est en Afrique, il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité quand il s'agit de commercer avec les États extérieurs. Lorsque je parlais tout à l'heure du libre-échangisme
de l'idéologie du libre-échangisme qui a été posée depuis le Moyen-Âge en Europe par les États puissants pour pouvoir s'enrichir, cette idéologie-là, il faut que l'Afrique décide de rompre avec ça parce que sinon, on ne peut pas. Donald Trump l'a fait aux États-Unis. Non, mais il faut reconnaître que protectionnistes. L'État africain, que vous voyez, il émane de la colonisation et tous les États africains fonctionnent de la même manière. Oui. Ce sont ces matières premières que vous avez citées là qui alimentent nos budgets. Ce sont ces matières premières-là qui nous permettent d'améliorer comme on peut les conditions de vie de nos populations. À part ces matières premières, y a-t-il d'autres entrées qui peuvent permettre à l'État africain de s'en sortir? Créer de l'activité économique. Oui, effectivement. C'est ça, c'est que les capitaux s'en vont. S'ils restent, on crée de l'activité économique. Donc on crée des richesses. De l'économie. Donc l'Africain vit. Si on ne crée pas d'activité économique, il n'y a pas de travail. Il y a juste des ressources naturelles qui rapportent, qui nourrissent le budget de l'État. Mais aujourd'hui, en 2020, l'enjeu, c'est de créer des mécanismes qui permettent aux États africains de totaliser des bénéfices énormes qui nous permettront aussi d'amorcer notre développement. Mais les bénéfices regardez un peu, les productions sont totalisées par les États africains chaque année. Il y a des richesses. Consultez un peu la liste des PIB par habitant des pays africains. Nous fonctionnons. Donc il faut changer carrément le système. Nous fonctionnons selon une psychologie qui est double. D'abord, nous croyons que l'économie mondiale, c'est un monde de bisounours. Oui. Alors que comme partout, c'est des rapports de force. La Chine n'est pas arrivée au stade où il est sans avoir des conflits avec les autres et sans tenir ferme sur ses positions. Ça, c'est le premier. Et la deuxième, où la Chine a commencé à transformer les matières premières. La Chine a commencé à acquérir la technologie. Non, mais nous sommes d'accord. Il faut qu'on vienne au sujet. Nous sommes d'accord. Jean-François. Oui. Et le deuxième, c'est que nous avons quelque chose qui est ancré dans la mémoire, dans la tête de nos dirigeants, à travers ce terme de partenariat. Il faut le bannir en Afrique. Oui. On ne recourt pas, on évite de recourir aux forces que nous avons sur place, y compris en matière d'investissement, parce qu'on va penser partenariat. Et partenariat, c'est les étrangers qui doivent venir chez nous, mais le développement de l'Afrique ne se fait pas. Quelqu'un posait la question, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, ils ont qui comme partenaire africain quand ils ont besoin d'équilibrer leur budget? Ils ont qui? Ils ont qui? Ils font appel à qui? Quel partenaire africain? Personne. Parce que ceci ressort de notre responsabilité d'abord. Bon, maintenant, il y a... je m'arrêterai là pour l'instant, mais je pense que la solution, elle viendra de nous, elle viendra au moment où nous allons nous mettre debout et dire non, nous sommes ici, nous sommes pour la coopération, mais à nos conditions. Alors, deux solutions. Moi, je pense que la première solution était la création de la zone de libre-échange africaine. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un seul État. On n'est pas forcément obligé d'en arriver là. Si on permet de créer, comme le Rwanda de Paul Kagame l'avait fait avec la création de la zone de libre-échange africaine, cela permettra à une libre circulation des biens, des personnes, et ça va dynamiser ce climat d'affaires sur les 30 millions de kilomètres carrés du continent africain. C'est-à-dire qu'un Nigérian serait capable d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller, par exemple, investir et créer son entreprise. De la même manière qu'un Ivoirien peut se retrouver en Afrique du Sud. Clairement. Lorsque la zone de libre-échange sera établie sur le continent africain, cela permettra effectivement de créer cet échange-là, non pas entre les États africains, mais entre les populations africaines elles-mêmes, ce qui va dynamiser les économies. Et la dernière aussi que j'ai mentionnée, c'est cette question de la transformation des matières premières. C'est vrai qu'on en parle, on le prend souvent comme un rêve. Justement, mais aujourd'hui, en 2020... Et c'est ce qui me conduit à dire qu'il faut aller plus loin que le libre-échange. Parce que le libre-échange, c'est laisser le marché, la demande et l'offre réguler cet ensemble-là. Nous sommes à une étape où, pour notre développement, nous avons besoin de volontarisme politique. Nous avons besoin de politique intégrée en matière de fiscalité, par exemple. Nous avons besoin de politique intégrée en matière de circulation des capitaux, en matière de circulation des personnes, etc. Et lorsque vous regardez les autres zones qui se sont développées, ils ne se sont pas développées sur le mode du libre-échange. Ils avaient des politiques communes. L'Europe a une politique agricole commune. L'Europe a une politique des transports communes. Et
surtout, l'Europe a une politique commerciale commune. Et ce sont des politiques, et une politique fiscale qui est en train de se mettre en place. Donc, nous avons besoin d'aller plus loin là-dedans, et ça demande de la part de nos dirigeants qu'ils renoncent un peu au rapport qu'ils ont à leur pouvoir. C'est leur chose, sur leur territoire. On n'a pas besoin de mutualiser avec les autres. Moi, juste ajouter, si vous le voulez, un point dont on entend beaucoup parler en Occident, c'est l'écologie, c'est l'environnement. On en fait un thème politique. Et pendant ce temps-là, sans aucune vergogne, on pollue l'Afrique. On pollue les rivières, on pollue les sols. Je vous en passe. Et on sait que des exemples comme ça, on en a dans chaque pays. On refuse le gaz de schiste ici en France. On n'hésite pas à financer dans des pays des fracturations de roches pour extraire justement le gaz de schiste. C'est en Afrique. Finalement, c'est un brouillon, l'Afrique. Et là, c'est un terrain d'essai. Très intéressant. Non, mais on peut faire. Et l'environnement, c'est une question qui est très importante et qui, aujourd'hui, en termes d'humanité, j'ai envie de dire, est une question impérieuse, sauf qu'en Afrique, non. C'est une parenthèse dans laquelle on peut polluer les rivières dans lesquelles les enfants viennent se baigner et viennent s'abreuver. On tue nos concitoyens africains. Pourquoi ? Pour de l'argent et pour le règne du libéralisme économique. Alors, si le libre-échange, c'est ça, je n'en veux pas. Merci infiniment, Monsieur Amiri. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à vous, Monsieur Densia Oris Armel Bongoulou, d'avoir été avec nous. Et merci, Jean-François, pour votre participation. Merci, Graziella. C'était un plaisir de vous retrouver, de retrouver nos téléspectateurs et les téléspectatrices d'Alfred. Plaisir partagé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.